Bonsoir Aquilino Morel. Bonsoir. Vous êtes ex-conseiller de Lionel Jospin à Matignon, ex-conseiller de François Hollande à l'Élysée et vous êtes l'auteur de cette somme, de ce livre, L'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe, c'est chez Grasset. La France est défaite et c'est à cause de l'Europe, Aquilino Morel? La France n'est pas défaite, mais elle a commencé de se défaire et c'est en partie, oui, à cause de la façon dont l'Europe a été construite. Pas l'Europe en tant qu'objectif, la façon dont elle a été construite. La formule initiale de Georges Bidault, 1953, nous voulons faire l'Europe sans défaire la France, qui est devenue une espèce de leitmotiv, de slogan de tous les gouvernements et de tous les présidents successifs depuis 1953. Lui, il était ministre des Affaires étrangères. Oui, l'indique bien. C'est qu'on sentait bien que dès le départ, il y avait bien un risque de défaire la France. C'est d'ailleurs votre thèse, Aquilino Morel, c'est que la souveraineté de la France a été finalement bradée au nom de l'intégration européenne. Elle a été rognée successivement, par étapes successives, par un phénomène d'engrenage et surtout, ce processus a été fait de manière subreptice. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit honnêtement et clairement aux Français où et pourquoi on voulait les emmener. On l'a fait en disant ne vous inquiétez pas, c'est pour votre bien. L'Europe est par définition le bien suprême, c'est la terre promise, si vous voulez. Suivez-nous, faites-nous confiance, et puis on verra bien. On verra bien. Sauf qu'on voit bien qu'en réalité, cette manière de procéder ne fonctionne pas. Elle hérisse les peuples, elle les braque contre le projet européen. On a quand même perdu un membre très important il y a peu de temps, le Royaume-Uni, qui nous a quittés. Hein, c'était l'article 50 qui permet de quitter l'Union. On venait juste d'être introduit, un pays membre l'a utilisé. C'est un échec. C'est un échec très grave pour l'Union. Économiquement, stratégiquement, politiquement, géopolitiquement. On voit bien que l'Union se divise, se fracture entre l'Est et l'Ouest, d'un point de vue politique, civilisationnel, culturel, qu'elle se déchire entre le pays nord, riche et endetté au sud. Donc la solution qui est dans la tête de ceux qui conduisent aujourd'hui le projet européen, qui est celle d'un État fédéral, d'un fédéralisme, cette solution est dangereuse et impossible. Les fameux, finalement, États-Unis d'Europe. Oui, les C'était États-Unis ça l'idée au départ, finalement, de la France lors de la construction européenne? C'était l'idée de Jean Monnet. Oui. Mais Jean Monnet était un fédéraliste. Un fanatique européen, dites-vous, c'est ça? C'est comme ça qu'il se définissait lui-même. Mais Jean Monnet avançait ouvertement. Il a écrit un livre qui s'appelait la création des États-Unis d'Europe et il assumait tout à fait paisiblement d'être fédéraliste. Après lui, et notamment à partir de mars 83 et le tournant fédéraliste de François Mitterrand, on a fait les choses sans les dire. C'est cette fameuse, cette fameuse expression, ce fameux tournant de fédéralisme clandestin. Oui, ça la formule de fédéralisme clandestin qui est très juste est de Raymond Aron. Il a dit cette manière de faire, ce fédéralisme clandestin est dangereux et ne fonctionnera pas. Les nations, les peuples ne le voudront pas et se rebelleront. C'est ce que nous vivons depuis une vingtaine d'années. En même temps, face aux grandes puissances, on pense à la Chine, aux États-Unis, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se fédérer, justement, à parler d'une seule voix, pour être plus fort? Non, on a intérêt, non à se fédérer, on a intérêt à s'unir et à trouver à chaque fois que cela est possible des terrains d'entente, de discussion et d'action. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Oui. Une des principales réussites de l'Europe, industrielle, en termes de création d'emplois, de positionnement stratégique, c'est Airbus. Mais Airbus, ce n'est pas la Commission européenne qui l'a créé. C'est le gouvernement français, allemand et anglais à l'époque qui se sont réunis, qui ont dit nous voulons prendre une initiative pour contrer l'industrie aéronautique américaine qui était déjà dominante et avec aujourd'hui ce résultat que nous sommes à égalité avec Boeing. Donc on n'est pas obligé de passer sous les fourches codines de la Commission et d'une méthode fédéraliste qui lamine les nations et qui cherche systématiquement les identités des nations et qui cherche systématiquement à empiéter sur les prérogatives des États, ce qui ulcère les peuples qui composent l'Union et qui sont la principale richesse de cette Union. Il faut faire une autre méthode, celle que le général de Gaulle proposait, que Giscard d'Estaing a proposé ensuite, bien après lui, qui est celle de la confédération. Oui, de Gaulle, vous le citez d'ailleurs dans votre livre, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs, disait-il. Les œufs durs étant les nations. Les nations, les différents États européens. On ne peut pas mélanger et faire ça dans une espèce de boulga européiste, parce que les nations, ça tient. Ça a des millénaires. La nation on ne peut pas se mélanger. Non, on ne peut pas se mélanger, on doit être juxtaposés et travailler ensemble. La France, ça existe selon les hypothèses les mieux admises depuis la guerre de 100 ans, le sentiment national. Et idem pour le Royaume-Uni.
Donc vous ne pouvez pas faire avec ça comme on fait avec le Michigan, le Massachusetts ou le Wisconsin. Parce que ça n'existe pas. Ce sont des États qui ont été découpés avec, avec une règle et un stylo. Ça n'a pas d'identité. Est-ce que ça n'existe pas finalement déjà, cette Europe dont vous parlez, des pays qui possèdent chacun leurs armées, leurs propres impôts, leur parlement? Si, mais ça existe, et Dieu merci, et en particulier une instance très importante qui d'ailleurs a été créée par Valéry Giscard d'Estaing, qui est le Conseil européen, cette institution qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement, qui fonctionne très bien et qui a pris beaucoup de poids, mais la tentation du fédéralisme est constante. Et à chaque crise qui survient, la crise du Covid l'a montré, vous avez la tentation des fédéralistes et de la Commission de dire « nous voulons encore du pouvoir, encore des prérogatives ». La Commission, c'est la doctrine Khrouchtchev. Tout ce qui est à nous, tout ce qui est à vous est négociable. Alors, on les a vus échouer quand même pathétiquement sur la question des masques, des tests, et lorsque l'Allemagne, la France et les Pays-Bas ont décidé de faire une alliance inclusive pour acheter ensemble des vaccins, la Commission a dit non, 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 c'est à nous de le faire, avec les résultats que l'on a vus. C'est-à-dire des retards tels qu'à un moment donné, l'Allemagne a menacé de se tourner vers l'URSS et Sputnik, son vaccin, pour faire vacciner ses ressortissants. C'est dire que ce n'est pas la solution magique. La solution, ce n'est pas toujours plus d'Europe. Et ceux qui veulent plus d'Europe vont finir par perdre l'Europe. Est-ce que, d'ailleurs, la présidence française, en janvier, finalement, l'Union européenne va changer les choses? C'est au président de la République de le dire. Ce sera un moment important pour l'Europe, parce que nous aurons peut-être à ce moment-là, ça n'est pas certain, un nouveau chancelier, ou une nouvelle chancelière, je ne sais pas. La France, en tout cas, sera aux manettes, et le président de la République devra dire ce qu'il veut. Or, jusqu'à présent, nous ne savons pas très bien. Il y a eu des envolées lyriques en 2017 à la Sorbonne ou à Athènes sur une Europe qui semblait fédéraliste. Après la crise du Covid, il semble qu'on veuille se tourner vers une forme de retour de la souveraineté. C'est le moment crucial. Et c'est peut-être un des débats de la présidentielle, de dire ce que nous voulons comme projet national et comme projet européen, parce que désormais la France et l'Europe, ça va ensemble. Alors justement, qui peut porter vos idées lors de la campagne présidentielle? Est-ce qu'il y a des souverainistes de gauche? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la campagne présidentielle en tant que telle ou tel candidat. Ce qui m'intéresse, vous avez été directeur de campagne d'Arnaud Montebourg en 2010. C'était il y a 10 ans. Et j'aime beaucoup Arnaud Montebourg, c'est mon ami, mais ce n'est pas la question. Aujourd'hui, la question, c'est la France. La France. Et quand je vois quelqu'un... Ma question, c'est sur la France. Oui, mais quand je vois, pour vous répondre, des gens qui se réclament souverainistes comme Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon ou d'autres, mais qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Michel Barnier, qui a été commissaire européen pendant très longtemps, qui a été le négociateur de l'Union pour le Brexit, dire aujourd'hui « je ne veux pas du fédéralisme, je ne suis pas un fédéralisme », il faut lutter contre cela, et il faut rendre du pouvoir aux États-nations, je me dis que le débat progresse. C'est ce débat-là qu'il faut ouvrir. C'est un débat capital pour la France. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a des pays aujourd'hui, et des hommes et des femmes qui réclament que nous mettions notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies en commun avec l'Union européenne, ou même notre force de frappe. Or, oui, une Europe de la défense. Oui, comme l'a dit Régis Debray, si on faisait ça à 27, combien de doigts sur le bouton nucléaire? Vous êtes contre? Mais c'est impossible. Des décisions comme celle-là doivent être prises à 1. La souveraineté, elle est indivisible. On ne peut ni la diviser, ni la partager, ni la cumuler. Eh bien, pour poursuivre la réflexion, merci à Aquilino Morel. Votre livre, L'opium des élites, c'est aux éditions Grasset. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.